Bonjour à tous. Alors la controverse qui nous occupe ce matin, comment financer le rebond industriel français? Alors depuis plusieurs années, on parle de souveraineté industrielle, de transition écologique, de réarmement économique. L'Europe accumule les rapports. On a eu le rapport Letta, le rapport Draghi, un ancien président de la BCE, qui préconise 800 milliards d'euros par an pour rattraper notre décrochage industriel. Et pourtant, l'Europe n'est pas pauvre. Les Français épargnent beaucoup, alors pourquoi avons-nous tant de mal à transformer cet argent en investissement pour l'industrie? Pour en parler, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Emmanuel Moulin, nouveau gouverneur de la Banque de France. Auparavant, vous avez occupé les fonctions de directeur de cabinet de Bruno Le Maire. Vous avez été directeur du Trésor, directeur de cabinet de Gabriel Attal quand il était Premier ministre et plus récemment, secrétaire général de l'Élysée. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, pour représenter l'industrie et l'entreprise, Xavier Gire, directeur général de Suez. Vous avez débuté à la Cour des comptes avant de rejoindre Veolia. Vous avez été ensuite directeur financier de La Poste, puis d'EDF. Et enfin, vous êtes devenu patron de Suez depuis tout juste un an. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je voulais commencer un petit peu par le diagnostic. Monsieur Moulin, vous arrivez en tant que nouveau gouverneur de la Banque de France depuis tout juste un mois, après avoir occupé des fonctions éminemment politiques, à Matignon, à Bercy, à l'Élysée. Alors pourquoi l'Europe n'y arrive pas? Pourquoi nous sommes si bons pour faire des rapports et si mauvais pour les mettre en œuvre? Merci Caroline. Et je pense que l'Europe ne fait pas que des rapports. Et je vais essayer de commencer par une belle histoire, parce que je pense qu'on va passer peut-être une demi-heure à se lamenter sur la situation de l'Europe. Donc j'ai quand même une belle histoire à vous raconter. Un petit miracle qui se déroule à 40 km d'ici, à Fos-sur-Mer, où pour la première fois depuis 50 ans, on va rouvrir une aciérie. Une aciérie avec un four électrique, donc une aciérie décarbonée. Elle est mise en place par un groupe italien familial qui s'appelle Marcegaglia. Elle est financée par des certificats d'économie d'énergie, 600 millions. Elle a été poussée évidemment par l'administration française. Et donc je pense qu'on a des possibilités aujourd'hui de réindustrialiser, de financer la réindustrialisation, si on a un peu d'ingéniosité dans l'utilisation des moyens financiers qui sont à notre disposition. Et donc, je pense qu'on peut financer ce rebond industriel, on va en parler aujourd'hui, mais je voulais vous donner un exemple concret de ce qui est possible de faire dans cette région, dans cette belle région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, alors, en tant que banquier central, évidemment, ce n'est pas directement que nous allons financer l'industrie, nous créons un environnement qui est favorable au financement de l'économie avec des taux d'intérêt que nous essayons d'avoir le plus bas possible, mais tout en restant crédible dans notre lutte contre l'inflation. Et puis, troisième petit point que je voulais faire, c'est qu'il ne faut pas se cantonner, il ne faut pas se limiter à l'industrie en tant que secteur qui est défini par l'INSEE, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans les services ou même dans l'immobilier, comme les data centers, qu'on doit financer pour que l'industrie aussi prospère en Europe. Merci beaucoup, Monsieur Moulin, pour cette belle histoire. Alors, les data centers, on va en parler également avec vous, Monsieur Gire, puisque c'est quelque chose de très important, notamment au niveau de l'eau. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a un avantage en France, c'est quand même l'énergie décarbonée. C'est une des raisons pour lesquelles on a vu que SoftBank récemment, pendant le Sommet de Choose France, avait choisi justement la France pour cet investissement de 75 milliards d'euros pour des data centers. Monsieur Gire, est-ce qu'on n'a pas également en France un problème d'adaptation des infrastructures et de rattrapage des infrastructures? Je crois que d'abord en France, on a un atout, c'est le fait d'avoir des infrastructures, et des infrastructures de qualité, et dans tous les domaines en réalité. Dans le ferroviaire, dans les infrastructures routières, dans les infrastructures d'énergie, vous l'évoquiez, dans les infrastructures d'eau, dans les télécoms. Dans tous les domaines, nous avons développé des infrastructures et on pourrait multiplier les chiffres, mais dans chacun de ces domaines, en réalité, la France est un des pays les mieux équipés au monde. Ça, c'est un atout énorme. En revanche,
le sujet auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que la plupart de ces infrastructures ont été développées deuxième moitié du XXe siècle, pour faire simple. Et donc elles sont aujourd'hui vieillissantes. Et elles sont toutes vieillissantes. Que ce soit le réseau ferroviaire, que ce soit les routes, que ce soit le réseau d'eau, qui aujourd'hui a un taux de perte légèrement supérieur à 20% en moyenne dans notre pays. Ces infrastructures doivent être aujourd'hui renouvelées. Aujourd'hui, le rythme est très insuffisant. Par exemple, pour le réseau d'eau, c'est un taux de renouvellement de 0,78% par an, donc il faudrait 150 ans pour renouveler le réseau d'eau, alors qu'une durée de vie d'un réseau d'eau, c'est 70, 80, on pourra peut-être aller un peu plus loin, mais enfin certainement pas 150 ans. Donc il faut renouveler nos infrastructures. C'est vrai aussi dans l'énergie. Vous vous rappeliez que j'étais directeur financier d'EDF il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, nous vivons sur le parc nucléaire développé depuis les années 70, 80, 90, et donc nous avons un enjeu bien sûr de renouvellement de ce parc dans le cadre du programme EPR2, sur lequel peut-être nous reviendrons. Donc il faut aujourd'hui investir massivement en dizaines de milliards d'euros pour renouveler ces infrastructures. Encore un chiffre pour l'eau, par exemple. Nous investissons, tous opérateurs confondus, environ 6,5 milliards par an dans les réseaux. Pour faire face au vieillissement, il faudrait augmenter ceci de 50%. Donc passer à 10 milliards, 3 milliards de plus chaque année. Au-delà du vieillissement, il y a bien sûr la question de l'adaptation aux nouveaux enjeux de transition. Transition énergétique, transition numérique, avec là aussi des besoins d'investissement tout à fait majeurs. Par exemple, nous savons tous, et on le voit bien ici, à quel point nous sommes exposés à des événements climatiques extrêmes, manque d'eau, donc besoin de ressources en eau nouvelles. Par exemple, développer la réutilisation des eaux usées, seulement 1% en France, 10% en Espagne et bien davantage ailleurs. Besoin et le dessalement aussi. Dessalement. Alors ce sont des milliards qui peuvent aussi être développés là. Il n'y a pas d'usine de dessalement en France métropolitaine, il y en a ailleurs. Suez a développé une technologie éprouvée depuis des dizaines d'années en la matière. Le dessalement va devenir de plus en plus un enjeu. Et il y a bien sûr aussi la qualité des eaux qui requiert également des investissements supplémentaires. Donc de nouveau, là, c'est 3 à 4 milliards de plus par an qu'il va falloir investir pour pouvoir faire face à ces enjeux de transition environnementale. Et puis on évoquait la transition numérique, et vous évoquiez tout à l'heure les data centers. C'est évidemment un enjeu essentiel pour notre pays. Alors la France a déjà véritablement saisi la balle au bond. Nous avons aujourd'hui 350 data centers en fonctionnement ou en cours de constitution, mais le programme va être bien accéléré. On le sait bien, RTE a réservé 18 gigawatts de capacité pour faire le raccordement des futurs data centers. Donc il va falloir aussi développer les infrastructures énergétiques pour faire face à ce besoin en matière de données. Ça va impliquer aussi, bien évidemment, une parfaite maîtrise des besoins en eau, puisque ceci est consommateur d'eau, sauf à développer, et nous le ferons tous ensemble, évidemment des circuits fermés pour permettre une meilleure utilisation de la ressource. Donc nous sommes vraiment à un moment, je crois, charnière, parce que nous vivons aujourd'hui sur des infrastructures développées par nos parents et nos grands-parents, et si nous ne nous saisissons pas tous ensemble de cette situation, eh bien, nous allons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants une dette supplémentaire, une dette hydrique, une dette d'infrastructure, alors que les infrastructures sont non seulement indispensables à l'industrie, mais ce sont aussi des industries en tant que telles. Parce que ce sont véritablement des groupes industriels de toute taille, des plus grands comme Suez, comme d'autres, comme évidemment Orange dans les télécoms, comme des grandes entreprises publiques, évidemment aussi la SNCF par exemple, pour les réseaux ferroviaires, des entreprises aussi de toute taille, des PME, qui accompagnent ce développement. Et donc soutenir le développement des infrastructures, c'est soutenir véritablement le cœur industriel de la France. Merci Monsieur Gir. Donc nous sommes à un moment charnière. Monsieur Moulin, vous l'avez compris, vous arrivez en tant que gouverneur de la Banque de France à ce moment charnière. Alors je voulais donner un ou deux chiffres sur l'épargne. L'Europe ne manque pas d'épargne. Les chiffres de la BCE, 4e trimestre 2025, les ménages européens ont épargné 1400 milliards d'euros. C'est 600 milliards de plus que ce que préconise le rapport Draghi par an. En tout, on en est à plus de 35 000 milliards d'euros d'épargne. Ça, c'est au niveau européen. Et en France, on n'est pas dans le reste, puisqu'on a un des taux d'épargne les plus élevés d'Europe, 17%, 12% en Espagne, 11% en Italie. Ça, ce sont les chiffres de la FBF, la Fédération bancaire française. Alors, Monsieur Moulin, aujourd'hui, on ne parle plus d'union des marchés de capitaux, c'est l'union de l'épargne et de l'investissement. Mais
c'est quoi? C'est une nouvelle arlésienne? Est-ce que ça va un jour voir le jour? Et qu'est-ce qui bloque? Alors, ce n'est pas une nouvelle arlésienne, c'est effectivement un projet qui a été lancé en 2015. Donc c'est vrai qu'on a pris du temps. Je pense qu'on l'a accéléré là dernièrement avec ce nouveau nom d'Union de l'épargne et de l'investissement. Vous avez raison de dire qu'on a beaucoup d'épargne. On a beaucoup d'épargne en Europe. Il dit 35 000 milliards, donc 35 trillions. Cette épargne, elle est pour un quart à peu près dans des dépôts et dans des liquidités. Donc on laisse finalement son épargne souvent sur son compte bancaire ou sur des produits qui ne rapportent pas beaucoup. Et on a aussi un financement de notre économie qui est, en Europe, est essentiellement porté par le secteur bancaire. Alors c'est très bien, le secteur bancaire, c'est bien d'avoir un secteur bancaire résilient, qui est fort, etc. Mais évidemment, quand vous prêtez, vous avez comme souhait, évidemment, de vous faire rembourser et le montant que vous avez prêté. Alors que quand vous êtes un investisseur, vous avez pour objectif de gagner de l'argent, mais vous êtes prêt à prendre des risques. C'est la différence entre les fonds propres et le financement bancaire. Et on a beaucoup de financement bancaire, ce qui est très bien, ce qui nous aide à financer la croissance, mais on manque aussi de financement sur fonds propres, et c'est l'enjeu de l'Union de l'épargne et de l'investissement, de mobiliser l'épargne des Européens pour financer l'innovation, pour financer le risque. Et ça, on ne peut le faire que si on a des horizons qui sont longs, des horizons d'épargne qui sont longs. Et de ce point de vue-là, il faut développer les fonds de pension, les fonds de capitalisation, l'épargne par capitalisation, la retraite par capitalisation. On a des exemples en Europe qui fonctionnent très bien, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Suède, où il y a des très gros fonds de capitalisation qui ont développé tout un écosystème de financement par fonds propres, avec une bourse qui fonctionne, qui est très active, avec des start-up. Et donc, c'est ce qu'on veut reproduire au niveau européen. Et pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a en gros 4 piliers qu'on a définis. On a d'abord ce qu'on appelle le 28e régime, qui est un régime simplifié pour créer des entreprises. On a ensuite le développement des produits d'épargne par capitalisation. Et là, je veux citer l'exemple de l'Allemagne. Je veux dire, c'est quand même formidable en Allemagne qu'on ait un consensus entre les socialistes au pouvoir et la droite, donc le SPD, l'équivalent du Parti socialiste, et puis la droite, je sais pas, les centristes ou les LR, qui se mettent d'accord ensemble pour augmenter l'âge de la retraite jusqu'à 67 ans et pour créer des fonds de capitalisation obligatoires. Et ça, c'est un exemple pour les Français parce que il n'y a pas de fatalité à ce qu'on s'oppose sur un enjeu qui est le vieillissement et la retraite, sur lequel je pense que tous les constats ont été faits et il y a un accord sur le constat. Et donc, c'est un exemple qu'on devrait prendre pour soi et se dire que peut-être dans sa campagne présidentielle qui va arriver, c'est un sujet qu'il faut aborder de front. Et alors, le troisième pilier, c'est la titrisation. Alors on en parle beaucoup de la titrisation, il y a beaucoup de craintes parce qu'on a peur de revenir au subprime. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. On veut faire de la titrisation sécurisée, mais c'est très important pour libérer dans les bilans bancaires de la capacité de prêt. Et donc on veut titriser des crédits immobiliers ou des crédits aux PME qui sont peu risqués. Et donc il ne s'agit pas du tout de refaire ce qu'on a vu pendant la grande crise financière, mais d'avoir une titrisation sécurisée qui permet de libérer les bilans bancaires et de prêter davantage. Et puis, dernier point, c'est une supervision européenne, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire une IPO, si vous voulez développer votre entreprise, aller chercher des capitaux sur les marchés, eh ben vous êtes confronté à 27 autorités nationales, 27 réglementations, et donc c'est important d'avoir une supervision nationale où vous pouvez vous adresser à une seule entité administrative pour aller lever des capitaux. Beaucoup d'exemples ici, beaucoup de solutions du coup pour financer ce rebond de la part de M. Moulin. Monsieur Gilles, vous aviez un exemple en particulier, c'est le financement du nucléaire sur lequel vous avez beaucoup travaillé chez EDF et on a des choses qui avancent. Oui, alors je pense que chaque cas est particulier, mais je pense que ce qui a été fait dans le cadre du financement du nouveau programme nucléaire EPR2 est je pense vraiment un très bel exemple. Alors c'est évidemment un travail collectif. Je vois Eric Lombard qui est là, qui a
beaucoup contribué en tant que directeur général de la Caisse des dépôts, puis en tant que ministre, Olivier Sichel également, Emmanuel, et nous sommes nombreux à y avoir contribué. Et moi, en tant que directeur financier d'EDF également, quel a été là le principe? Le principe a été de mobiliser l'épargne des Français par les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts, à environ 50 milliards, qui est significatif, mais c'est une petite part de ces fonds d'épargne. Vous le disiez à quel point cette épargne est importante. Donc 50 milliards environ, qui va permettre de faire un prêt à long terme à EDF pour financer cet investissement qui est aujourd'hui chiffré à peu près à 73 milliards d'euros hors coût de financement, donc c'est une centaine de milliards d'euros au total, donc c'est tout à fait essentiel pour porter l'avenir de notre système électrique national. L'État, lui, il apporte une bonification de ce prêt, ce qui va permettre à EDF d'avoir un emprunt à taux zéro pendant toute la phase de construction et puis ensuite un taux de 3% en phase d'exploitation. Mais ça donc limite l'exposition des dépenses publiques dans ce cadre. Et c'est tout à fait essentiel quand on connaît évidemment la situation de la dette publique aujourd'hui à 3 500 milliards d'euros. Et puis au-delà de ce cadre de financement, c'est un cadre de régulation avec un contrat pour différence qui permet véritablement en exploitation, une fois les réacteurs construits, de donner de la visibilité à EDF, en l'occurrence, qui sera l'opérateur de ces réacteurs, sur sa rémunération, et donc de sécuriser le financement. Donc je crois que c'est un exemple vraiment emblématique de ce qui peut être fait pour ces grandes infrastructures essentielles à notre pays, parce que le rôle de chacun est bien défini. Les industriels s'engagent dans le temps long, l'État apporte un soutien par une bonification, ça peut être aussi une garantie, l'épargne des ménages est mobilisée, et ainsi, on peut réunir un cadre de financement qui permet de porter des grandes infrastructures qui ont évidemment un effet sur des décennies et des décennies et qui permettent ainsi de développer l'industrie dans notre pays. Monsieur Moulin, vous êtes gouverneur de la Banque de France. On a eu une première décision de hausse des taux le mois dernier en quasiment 3 ans. Pour ce financement, il ne faudrait pas tout simplement baisser les taux ? Alors d'abord, on a des taux qui sont très bas. On est à notre taux de facilité de dépôt est à 2,25. Si vous comparez autour de nous, on est à des niveaux qui sont très bas. On a pris la décision de monter les taux de 25 points de base, ce qui est très raisonnable, parce que nous vivons un choc inflationniste et nous devons éviter que le génie sorte de la bouteille et que l'inflation se diffuse, et donc nous avons pris cette décision qui était légitime dans tous les scénarios que nous avons examinés, parce que nous faisons plein de scénarios. Et donc, mais nous avons dit aussi dans notre communication que nous ne nous engagions pas dans un nouveau cycle haussier des taux d'intérêt. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une bonne position, compte tenu des éléments que nous avons sur l'inflation. Et je pense que c'était une décision à la fois importante et significative, mais qui nous permet aujourd'hui de voir l'avenir avec un peu plus de confiance. Nous ne sommes pas dans la forward guidance, donc je ne vous dirai pas ce que nous allons faire au mois de juillet. Ce serait une erreur d'augmenter les taux en juillet ? Je ne vous dirai pas ce que nous ferons, parce que nous déciderons en fonction des données qui seront les nôtres, mais ce qui est vrai, c'est que la baisse du prix du pétrole, qui a été très rapide ces derniers temps, nous conforte, je pense, et nous place dans une meilleure position aujourd'hui sur les taux d'intérêt. Donc je pense qu'on est effectivement dans une situation où nous pourrons continuer à financer la croissance et l'investissement. Je voulais juste dire un mot sur le livret A. Donc la semaine prochaine, j'écrirai au ministre pour lui proposer le taux du livret A. Donc le 15 juillet, il décidera ensuite. Il a déjà dit il y aura certainement une petite hausse. Mais je voulais souligner ce que disait Xavier. C'est un peu un miracle français, le livret A. Alors moi, quand j'étais petit, on disait on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Effectivement, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On a 400 milliards d'épargne dans les livrets A. Et c'est utilisé très bien par la Caisse des dépôts, je vois Éric Lombard qui est là, c'est utilisé pour financer le logement social, c'est utilisé pour financer le service public local, c'est utilisé pour financer les investissements dans l'eau, et on a décidé qu'on allait utiliser les ressources du livret A pour financer le nouveau nucléaire. Et ce qui est absolument génial dans le livret A, c'est que vous avez tous des livrets A, c'est liquide, vous pouvez retirer, mais c'est très stable. Et donc on va pouvoir financer sur des horizons très longs, de 30 ans,
le nouveau nucléaire, donc transformer une épargne liquide à court terme en des investissements de très long terme pour le bénéfice de notre pays et pour le bénéfice de l'industrie. Parce qu'un de nos bénéfices, c'est d'avoir un prix de l'électricité qui est près de 50% moins cher que celui de nos concurrents, notamment pour l'industrie. Et donc ça, c'est un avantage. Et décarboné. Et c'est un avantage qu'il faut qu'on conserve. Alors, on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses, mais malheureusement, le temps nous est compté. Donc, je voudrais, chacun votre tour, d'abord Monsieur Gir, puis vous, Monsieur Moulin, que vous nous fassiez une petite proposition économique en vue de cette campagne présidentielle, si vous en aviez une seule à retenir, pour justement essayer de financer ce rebond industriel français. Si vous me permettez de donner deux très courtes. Une, c'est vraiment... Oui, mais une, c'est quand même que l'État donne ce sens du temps long. Et sur des sujets structurants comme les infrastructures, et en particulier, moi je pense aux enjeux de l'eau. L'eau, certes, est gérée au niveau local, et c'est très bien ainsi, mais l'appréciation des besoins en eau, l'appréciation des besoins d'investissement, l'appréciation des besoins en termes de qualité sanitaire, c'est véritablement un enjeu national. Donc ce sens du temps long porté par l'État me semble essentiel. Et puis un deuxième, si vous me permettez, c'est dans toute la mesure du possible la plus grande stabilité, la plus grande prévisibilité possible, parce que pour les entreprises, pour les investisseurs, c'est très important de pouvoir précisément s'inscrire elles-mêmes et s'inscrire eux-mêmes en tant qu'investisseurs dans un temps qui permet d'apprécier le retour des investissements. Donc la stabilité réglementaire, la stabilité fiscale, c'est tout à fait essentiel également. Monsieur Moulin, quelle est votre proposition? Alors, moi j'aurais tendance à dire, n'attendons pas les élections. En 27, il y aura des élections en France, il y aura des élections en Espagne, il y aura des élections en Italie. Donc il y aura beaucoup d'élections en 27. Et on est en juillet 26. On a encore du temps. Donc il faut agir dès maintenant. Il faut accélérer sur l'union de l'épargne et de l'investissement. Donc c'est absolument essentiel de progresser, d'avoir un texte sur la titrisation qui est voté, d'avoir des progrès sur la supervision européenne. Et puis je pense qu'on peut aussi travailler sur de l'endettement commun. De l'endettement commun des eurobonds pour financer de nouveaux projets, que ce soit les financements dans l'IA, dans le quantum. On a énormément de besoins et on a très très peu d'actifs sûrs au niveau européen. Les Américains, ils ont 35 trillions de treasuries. Nous, on a très très peu. On a 1 trillion peut-être d'endettement commun. Et donc, je pense que c'est un instrument qu'on pourra utiliser, qui peut baisser nos coûts d'emprunt et qui sera extrêmement utile pour financer le rebond industriel européen, parce que je pense que c'est au niveau européen qu'il faut le voir. Merci à tous.